Donc là, quand on parle du cerveau, on parle surtout du cerveau primitif. Ce cerveau primitif, il est très émotionnel. En fait, c'est pas rationnel, c'est émotionnel. Et donc, les émotions, elles agissent un petit peu comme une boussole. L'objectif, c'est de nous amener vers ce qui nous fait kiffer et de nous éloigner de tout ce qui peut nous faire souffrir. Le problème, c'est que cette boussole intérieure, parfois, elle est un petit peu déréglée par des expériences passées qu'on a eues. C'est le problème avec la vie, c'est que parfois, on n'a pas toujours le choix et parfois, voilà, c'est pas les bisounours, donc on a le choix entre la peste ou le choléra. Ben, le cerveau, il choisit ce qu'il pense qui est le mieux pour nous, mais ça veut pas dire que c'est pas quelque chose qui va nous provoquer de la souffrance. Et donc voilà, quand il n'y a pas d'option de kiff disponible, le cerveau il sera pas ok, ben dans le meilleur des cas, je peux garder en vie. C'est un peu ça l'idée. Dans ces cas-là, quand par exemple notre cerveau nous empêche d'aller vers quelque chose qui nous fait kiffer, c'est qu'il a associé ce truc kiffant à quelque chose de dangereux qu'il faut fuir absolument. Il va faire tout son possible pour nous éloigner de cette chose-là, mais ça ne veut pas dire que volontairement il nous éloigne du kiff. Ce qu'il faut savoir, c'est que le cerveau est pas maso non plus. Il va pas choisir une souffrance pour le plaisir. Le cerveau, il a aucun intérêt à nous amener vers de la souffrance gratuitement. À chaque fois que le cerveau il choisit une voie qui est douloureuse, c'est parce qu'il évite quelque chose qui est encore plus douloureux. Par exemple, on le voit avec les addictions. Ça sert à rien de dire aux gens oui mais regarde comment ça détruit ta vie, gna gna. Les gens ils le savent en fait. Le seul truc c'est que si t'es dans ton addiction, tu le fais parce que ton cerveau il considère que ce comportement-là, même si il te fait du mal, c'est toujours moins pire que de devoir gérer toutes les émotions que tu essaies d'étouffer avec cette addiction-là. Plutôt que d'essayer de rationaliser et de faire comprendre au cerveau que ce truc-là, c'est pas dangereux, c'est de voir c'est quoi que ton cerveau il fuit réellement. C'est quoi ce qui lui fait peur de ouf? Parce que souvent, ça vient d'une blessure qui est ancienne. Et en fait, en allant traiter cette blessure-là, ça permet de recalibrer notre boussole intérieure pour qu'enfin le kiff ne soit plus synonyme de oh mon Dieu, je vais mourir. Alors, réponse courte, oui. Et réponse longue, le truc avec l'anxiété, c'est que c'est pas une émotion à part entière. Et du coup, ce que l'anxiété, elle veut dire, c'est justement qu'on a une émotion par rapport à quelque chose, mais en général, on n'a pas conscience de ce que c'est, on n'a pas conscience de ce que ça signifie. Et en fait, c'est ça qui crée ce sentiment d'anxiété irrationnelle. On décrit ça souvent comme quelque chose d'irrationnel. Et en fait, ce que ça veut dire, c'est que ça échappe à notre raisonnement, mais parce que c'est quelque chose qui est très émotionnel et parfois ça peut être quelque chose d'enfoui. Après, il y a d'autres couches plus profondes à l'anxiété qui fait que, en général, c'est quelque chose qui est plutôt chronique, donc quelque chose avec lequel on a l'habitude de vivre quand on a souvent vécu en état d'insécurité. On a un système nerveux qui est en état constant ou sous-jacent d'anxiété. Et du coup, à la question, est-ce qu'on peut améliorer ça? Oui, mais je dirais qu'il y a deux manières de faire. La première manière de faire, c'est d'avoir des outils qui permettent instantanément, entre guillemets, de calmer le système nerveux. Et ça, c'est une étape importante ben voilà, dans le quotidien pour arriver à fonctionner correctement. On a besoin de redescendre un petit peu, d'être dans un état de calme. Et cet état-là va nous permettre justement, par la suite, de pouvoir mieux gérer les émotions qui ressortent. C'est vrai que des fois, quand on est en état d'anxiété intense sur le moment, on n'est pas forcément en mesure d'aller ressentir les émotions qui sont derrière, qui sont plus profondes, parce qu'on est déjà en stress, on n'a déjà pas une grande capacité à accepter un inconfort. Et du coup, la deuxième étape, c'est ça, c'est en fonction des émotions qui sont à l'intérieur et qui tapent un petit peu à la porte en mode eh oh, j'ai besoin de toi, bah, c'est de prendre le temps. On parle souvent de comprendre ces émotions, mais avant de les comprendre, il faut les ressentir, c'est-à-dire accepter qu'elles traversent le corps et qu'elles fassent leur chemin. En fait, c'est un processus, elles ont un chemin à vivre à l'intérieur de nous, et c'est un processus que si on le coupe avant la fin, par exemple si on rationalise trop les émotions, ben on va bloquer ce processus, on va l'empêcher de suivre son cours, et en fait tout ce que ça fait c'est mettre un couvercle sur les émotions et ça s'accumule et ça crée de l'anxiété. Donc oui c'est possible, mais parfois ça demande de passer justement par une phase d'inconfort où on accepte nos émotions, où on les vit. Et après, voilà, potentiellement, il faut mettre des mots dessus. Potentiellement, il y a des actions à faire dans la vraie vie. Voilà. Alors, j'ai l'impression que mes problèmes sont pas toujours des gros conflits intérieurs. Alors non, en fait, il y a des gros conflits intérieurs et il y a des petits conflits intérieurs, évidemment. Après, ce qu'il y a, c'est que nous, en tant qu'êtres humains, souvent,
on s'identifie à certaines parties de nous plus qu'à d'autres. Il y a des trucs, on va dire, bah ça c'est moi et ça c'est pas moi. Et ce qui se passe dans les conflits intérieurs, souvent, c'est que les trucs où on dit, bah ça c'est pas moi, en fait, souvent ça existe dans notre inconscient. Donc, c'est pas nous, mais c'est pas nous non plus. C'est un peu entre les deux. Il me faudrait un exemple, je crois. Une des caractéristiques en fait du conflit intérieur, c'est l'état de résistance dans lequel on est. C'est-à-dire qu'il y a une partie de moi qui veut ça, et il y a une partie de moi soit qui veut pas du tout ça, soit qui veut autre chose, qui en apparence est opposée. Est-ce qu'on peut guérir de tous nos conflits? Oui et non. En fait, comment dire? Ce qu'il faut comprendre, c'est que les conflits intérieurs, ils naissent dans des situations où on n'a pas le choix dans notre vie. C'est-à-dire qu'on est face à des événements qui nous laissent impuissants. Parfois, en grandissant, on n'est plus dans cette situation d'impuissance, mais on la perçoit toujours comme ça. Dans ce cas-là, c'est assez facile de reprendre le contrôle, de récupérer quelque part son pouvoir, de prendre conscience des ressources qu'on a. Mais il arrive par exemple qu'on soit toujours à l'âge adulte dans des situations où on est impuissant, où on n'a pas le contrôle. Et dans ces cas-là, c'est plus compliqué de résoudre les conflits intérieurs. Par exemple, si on a un TCA, on a grandi du coup dans une situation où on était en impuissance et du coup notre cerveau il a trouvé le TCA comme super manière de gérer les émotions. Et en grandissant, on n'est plus dans le même environnement, donc quelque part les circonstances ont changé et là on peut plus facilement agir parce que en fait c'est des mécanismes intérieurs, c'est nos parties de nous qui ont appris à fonctionner comme ça et du coup on peut aller guérir en régression toutes ces choses-là et on peut résoudre assez facilement les conflits intérieurs. Par contre, parfois on est en conflit intérieur parce qu'on est face à quelque chose de pas vraiment humainement faisable. Par exemple, imaginons quelqu'un qui est dans une relation avec une personne abusive, avec pas vraiment d'autres personnes autour, pas vraiment d'amis et tout ça. En tant qu'humain, on a tous besoin de contact, de relations humaines. Et du coup, dans ces cas-là, c'est possible, par exemple, moi je suis la personne en couple avec une personne abusive, ben, je vais être en conflit intérieur de, à la fois j'ai envie de me barrer parce que ça pue la merde, et de l'autre côté, j'ai pas trop envie parce que du coup, je vais me retrouver seule. Donc là, on va pas forcément pouvoir trouver un terrain d'entente, en fait, parce que la personne abusive, on peut pas la changer. Donc en fait, quoi qu'on choisisse, il va y avoir une situation désagréable. C'est ça que ça fait en fait les conflits intérieurs. Ça fait que on est dans une situation où quoi qu'on choisisse, on a quelque chose à y perdre. Et moi, mon travail de résolution des conflits intérieurs, la base, c'est de réécrire le narratif des différentes parties de nous pour qu'elles arrivent à trouver une situation qui est gagnant-gagnant. C'est-à-dire qu'on n'a plus quelque chose à perdre des deux côtés. Mais parfois, la vie nous laisse pas le choix, et parfois, quoi qu'on fasse, il y aura une partie de nous qui sera pas contente. Dans ces cas-là, avant de pouvoir résoudre le conflit intérieur, l'idée c'est de changer les circonstances à l'extérieur. Donc, par exemple, si moi je suis en relation avec une personne qui est abusive, je vais pas forcément pouvoir trouver de gagnant-gagnant entre la partie de moi qui a envie de se barrer et la partie de moi qui a envie de rester parce que j'ai besoin de quelqu'un de proche dans ma vie. Par contre, en prenant du recul et en me disant, ok, qu'est-ce qui est mieux pour moi, tout ça, je décide de quitter la relation. Et une fois que j'ai quitté la relation, là, je vais pouvoir travailler sur mon conflit intérieur et trouver d'autres personnes qui me permettent de me sentir connectée sans être abusive, par exemple. Et là, je vais pouvoir régler mon conflit intérieur. Donc, en fait, il y a plein de manières de faire, mais l'idée, c'est que quand on tourne en rond et qu'on ne sait pas par quel bout le prendre et tout ça, c'est que, on va dire, les parties de nous qui sont en conflit, c'est un peu comme nous quand on va en société et qu'on porte un masque. On est plus que ce qu'on montre. Ben, les parties à l'intérieur de nous, c'est pareil. Il y a une façade et il y a ce qui est plus profond. Et en fait, pour comprendre ce qui est plus profond, apprendre à connaître ces parties de nous vraiment, ben, il faut aller dialoguer avec, il faut être suffisamment ouvert pour leur laisser la possibilité de nous exprimer les vérités profondes qui sont des fois des trucs qu'on n'a pas envie d'entendre, surtout quand c'est des parties de nous, donc on se dit oh mon dieu, non, ça c'est pas moi. Voilà. Et ensuite, il y a autre chose qui peut expliquer cette impression de tourner en rond, c'est que en fait, souvent, on a tous plein de conflits intérieurs divers et variés. C'est pas forcément grave, hein, je veux dire, c'est assez humain parce que la vie, justement, nous laisse pas toujours le choix. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que, en fait, c'est comme un arbre avec des branches.
il y a une racine en général commune à tous ces conflits intérieurs. Tout ce que tu vois dans ta vie, quand t'en as plein, t'es en mode oh mon Dieu, il y en a trop, c'est les branches. Et en fait, au fond, il y a une racine qui est un petit peu commune et qui crée les autres. Voilà, et c'est pour ça que moi, dans mon programme Full Transformation, on commence par observer ce qui se passe au niveau des branches et on redescend petit à petit jusqu'à la racine. Et en fait, une fois qu'on identifie la racine et qu'on travaille sur cette racine-là, par effet domino, on résout les autres conflits intérieurs qui ont l'air de faire aucun sens et de pas être du tout liés, mais en fait, il y a toujours un lien. Moi, je suis persuadée que tout est lié. Donc voilà, si tu tournes en rond, c'est qu'il te manque certaines informations. Et c'est pas grave, les informations, ça se trouve, surtout quand c'est des choses qui sont à l'intérieur de nous, tu vois. C'est des choses auxquelles, ouais, peut-être t'as plus accès, genre c'est des boîtes qui sont rangées dans le noir, dans la cave de ton inconscient, mais on peut y avoir accès. C'est à ça que ça sert d'ailleurs l'hypnose, c'est assez efficace pour ça. Donc voilà, après il y a une petite portion de conflits intérieurs qui sont pas résolubles, qui sont pas résolvables. C'est possible d'être face à un conflit intérieur qui peut pas être résolu par rapport à nos conditions de vie. Par exemple, moi je sais que j'ai un gros conflit intérieur par rapport à la nourriture, qui est pas je m'empêche de manger volontairement dans un but plus ou moins conscient de perdre du poids et tout ça, mais j'ai des problèmes physiologiques qui font que parfois manger est impossible. Et en fait, dans ces cas-là, je vais forcément avoir un conflit intérieur entre une partie de moi qui a envie de manger parce que c'est la vie, parce qu'on a besoin de manger et tout ça, et des parties de moi qui, pour me protéger de la frustration de ne pas pouvoir manger, va me créer toute une réaction en chaîne de pensées qui sont là pour mettre de la distance entre moi et la nourriture. Donc genre, tu n'as pas besoin, ceci, cela. Et en fait, ça crée un conflit intérieur. C'est juste une réaction à ce que je vis. Et c'est normal. C'est pas quelque chose qu'on doit chercher à résoudre à tout prix. Dans le sens où, dans ma situation par exemple, j'ai pas envie de faire disparaître la partie de moi qui a besoin de la nourriture, qui pense à la nourriture et qui a envie que je puisse manger. Parce que si je la fais totalement disparaître, bah je meurs de faim probablement. J'ai pas non plus envie de faire disparaître la partie de moi qui me tient à distance de ça, parce que qu'est-ce qui se passe si je suis full, je vais tout manger et tout? Ben, je vais manger, je vais vomir. Pas bon en fait. Donc voilà, il y a des conflits intérieurs qui ne peuvent pas être résolus dans l'instant. Par contre, le fait de savoir discuter avec les parties de nous, c'est hyper précieux parce que ça permet d'apaiser ce truc-là, de comprendre pourquoi c'est là et de mieux vivre le conflit intérieur. Donc même si on ne peut pas le résoudre, on peut au moins faire en sorte de le comprendre, de l'accepter et de mieux le vivre. Et franchement, dans les deux cas, ça fait grave du bien. Alors, j'adore cette question. Quand toutes tes peurs se réveillent en même temps, en général, c'est parce que il y a un événement déclencheur à toutes ces peurs. Potentiellement un événement qui te rappelle d'autres événements du passé. C'est des peurs qui ont l'air d'être différentes, mais au fond qui se rapprochent beaucoup. En général, on a des peurs différentes, parfois même opposées, et en fait, elles ont toutes la même racine. Donc ce que j'aime bien faire dans ces cas-là, quand il y a plein de choses un peu disparates, qu'on n'arrive pas à comprendre le lien, ben, c'est trouver les liens. Trouver les liens entre toutes ces peurs et pourquoi, pour toi, elles sont liées. Qu'est-ce que tu as déjà vécu dans ta vie qui fait que tu as eu toutes ces peurs-là en même temps? On va pouvoir toutes les régler en même temps. Parce que quand on s'attaque à la racine, toutes les petites branches, après, elles vont être impactées positivement par le travail qu'on a fait sur la racine. Et donc voilà, que faire? Comprendre le lien entre ces peurs, travailler à la racine. Ça ne veut pas dire que toutes les peurs vont disparaître du jour au lendemain. Ça veut dire qu'on peut trouver des moyens efficaces d'agir avec ces peurs-là ou d'agir pour minimiser ces peurs-là. Voilà. Alors, est-ce que c'est possible de sortir des TCA? Moi, si tu me demandes, je vais te répondre que pour moi, tout est possible. Après, la question, c'est comment, combien de temps ça prend, et ça dépend vraiment des gens. Ce qu'il faut savoir, c'est que les TCA, c'est pas un problème dans ton cerveau. Genre, c'est pas un bug ou un dysfonctionnement, c'est pas une anomalie, genre t'es pas né avec un truc qui déconne comme ça. Il y a toujours des causes profondes. Et en général, c'est des expériences qu'on a vécues qui ont fait que la manière de gérer les souffrances, c'est par des comportements comme ça addictifs en quelque sorte. Les TCA, c'est une forme d'addiction comportementale et le cerveau, il choisit ça comme moyen de gérer la souffrance. Le truc, c'est que ces moyens-là de gérer la souffrance, ils apportent d'autres souffrances à côté. Mais ça, le cerveau, il s'en fout. Tu vois, c'est un peu comme les pompiers qui balancent leur canon à eau pour éteindre l'incendie. Parfois,
on se demande si c'est le feu qui fait plus de dégâts ou l'inondation qui suit l'intervention des pompiers. Bah, les TCA, c'est un peu pareil. C'est une tentative désespérée de ton cerveau de répondre à une menace qui est tellement grosse, une détresse émotionnelle, je veux dire, que en fait le meilleur moyen qu'il a trouvé, c'est un truc pas cool, en fait, pas cool du tout. L'idée, c'est de dire que cette souffrance-là, que le cerveau n'arrive pas à gérer mieux que ça, ben en fait, il y a d'autres moyens de la gérer. Le cerveau, en fait, il apprend des expériences passées. En même temps, le cerveau, il est hyper modulable. Même avec l'âge, notre cerveau, il peut changer en fonction des expériences qu'on lui donne à manger, en quelque sorte. Et l'idée, c'est de créer des nouvelles expériences au cerveau pour guérir ces blessures émotionnelles qu'on a, qui permettent de gérer ces émotions d'une manière où le cerveau n'a plus besoin des TCA pour s'apaiser, pour satisfaire son besoin de contrôle, pour se sentir en sécurité en fait. Donc l'idée c'est toujours pareil, tu as un comportement qui te fait du mal, c'est de voir quel est le besoin que ce comportement il apaise chez moi et ensuite de trouver d'autres manières de répondre à ce besoin-là, mais d'une manière qui soit pas mauvaise en fait pour toi. Donc voilà, c'est possible, ça prend du temps, ça demande des ressources parce que ce qu'on oublie avec les addictions, c'est que en général, on se tourne vers des substances ou des comportements quand les gens dans notre vie n'ont pas été à la hauteur de nous apporter le soutien, la réassurance dont on avait besoin. Et le fait d'avoir des personnes dans sa vie qui sont présentes dans le bon sens, bah ça aide en fait. C'est comme un réentraînement de cerveau. L'idée en fait, c'est de prendre par la main toutes les souffrances qu'on a vécues et de les accompagner à grandir en étant apaisés. Le TCA, c'est un peu un système D, tu vois, c'est genre au secours, il y a un feu, je balance de l'eau à fond et je détruis tout sur mon passage. Donc ça guérit pas les souffrances, mais c'est le meilleur moyen que le cerveau il a trouvé de faire sur le moment. Mais il y a d'autres moyens. Alors, si l'hypnose te fait peur, la première chose que j'aurais envie de voir avec toi, ce serait qu'est-ce qui te fait peur exactement dans l'hypnose? Est-ce que c'est la sensation de perdre le contrôle de toi-même? Est-ce que c'est la sensation de, j'en sais rien, de voir remonter des trucs auxquels tu t'attends pas? Et en fait, selon la réponse à cette question, ma réponse sera différente. Mais dans tous les cas, je dirais que, en fait, la technique que j'utilise, c'est pas vraiment de l'hypnose. Je dis que c'est de l'hypnose parce que c'est ce qui s'en rapproche le plus. Et en même temps, c'est compliqué à expliquer. Enfin, c'est compliqué à expliquer. Non, tout de suite, j'en fais des caisses. En fait, c'est un ensemble de techniques que j'ai pratiqué jusqu'à développer ma propre approche que j'appelle la métavisualisation. C'est pas de l'hypnose dans le sens où je vais aller faire des suggestions à ton cerveau pour réécrire genre tu as confiance en toi, tu n'as plus peur. Je vais pas faire ça. Moi, je considère que peu importe ce qui est écrit dans ton inconscient, il y a une raison et ça a du sens. Et mon but à moi, c'est de trouver ce sens et de trouver cette raison plutôt que d'y aller, de dire allez, grand chantier, on défait tout, on refait. Ça, c'était la première chose. Deuxièmement, en fait, plutôt qu'hypnose, je devrais utiliser le mot état de conscience modifié. Tu peux penser tout de suite que je vais te mettre sous champi alors que pas du tout. C'est pas mon genre. Mais voilà, au quotidien, quand on parle, là je parle avec toi, mon cerveau est en mode, je suis réveillée et tout. Quand on rêve, par exemple, on a d'autres ondes de fréquences dans le cerveau qui sont plus connectées à l'inconscient. Et en fait, quand moi je fais des séances d'hypnose, en fait, je te mets dans un état où tu as plus accès à ton inconscient, mais en fait, tu as aussi accès à toi-même, à ton conscient. Moi, dans toutes mes séances, on discute, on fait un dialogue, juste que tu as les yeux fermés et que tu vois des choses visuellement qui représentent des parties de toi. C'est pour ça que j'appelle ça méta-visualisation. Visualisation pour visualiser, je vois des trucs. Et méta, ça veut dire voir au-delà de. Ces choses que tu vois, elles représentent d'autres choses, comme dans tes rêves. Tu vois des trucs qui font aucun sens pour toi, mais ça en a pour ton cerveau. Sinon, il te montrerait pas ça, ça représente des trucs. Et ben là, c'est un peu pareil. C'est un peu un rêve lucide dans lequel tu interviens, dans lequel moi j'interviens en posant des questions, en proposant des choses, et dans lequel ton inconscient intervient en proposant des images et une base de travail. Donc je comprends que ça fasse peur quand on n'a jamais expérimenté et qu'on se dit oulala, c'est quoi ce truc, ou qu'on a déjà eu des expériences qui se sont pas forcément bien passées ou dans lesquelles on n'était pas très à l'aise, ça peut arriver. Ou alors on a trouvé que c'était nul et du coup on se dit ben en fait c'est nul donc j'ai pas envie de faire ça. Voilà. Selon les peurs qui sont à la base de ça, il y a différentes solutions que moi je peux apporter. Dans tous les cas, le meilleur moyen c'est de le tester et après il faut savoir que moi mon but c'est pas de forcer les portes de l'inconscient. C'est-à-dire que
lui, il apporte des éléments. Moi, je considère que ça a de la valeur et je travaille avec ça. Parfois, je vais toquer à des portes dans l'inconscient en posant des questions genre est-ce que ça? Et parfois, les portes ne s'ouvrent pas et il y en a une autre qui s'ouvre et on visite en fait. On visite, l'inconscient il apporte des trucs, on dit ok, on va par là, on va par là.